BFM Business. Midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, il est en direct de New York, l'économiste Thomas Philippon, qui est professeur de finance à la Stern Business School de New York. Merci d'être là, Thomas Philippon. On va rappeler aussi que vous travaillez aux côtés d'Olivier Blanchard et de Jean Pisani-Ferry sur le monde d'après. Vous travaillez aux côtés du président de la République. Bonjour, merci d'être là. Quand vous observez ce qui se passe en France, notamment tous les dispositifs qui sont mis en place, est-ce que malgré tout, vous vous dites, ils ont fait le job ? Oui, je pense que la réponse à la crise avait un volet sanitaire, un volet économique. Tout le monde est d'accord pour dire que le volet sanitaire a été pas très bien réussi au début et qu'on s'est rattrapé ensuite. Sur le volet économique, je pense qu'on a fait du bon travail depuis le début et ça se voit par le fait que le revenu des ménages a été protégé. Les gens ont été protégés des conséquences de la crise économique dans une très large mesure, ce qui fait que c'était ça le but ultime des programmes de chômage partiel et de soutien aux entreprises. Donc ça, c'était une réussite. Maintenant, il faut passer à la phase 2. Alors justement, oui, parce que vous allez voir sur le chômage partiel, vous dites, il y a d'autres dispositifs qui sont peut-être beaucoup plus encourageants. Et sur les faillites aussi, vous avez des idées. Juste une question pratique presque. Comment va marcher ce comité de réflexion autour du président de la République qui en laisse certains sceptiques et puis d'autres au contraire qui disent que ce sont des gens qui travaillent beaucoup avec la recherche et donc ils sont assez en pointe sur ce qui peut faire notre monde de demain. Ah, ils sont très en pointe. Pour l'instant, on a eu une grande réunion il y a 2 semaines où on a passé quand même 2 heures en visioconférence avec le président, ses conseillers et Bruno Le Maire aussi. Donc pendant 2 heures, ils étaient là tous. Ça vous montre quand même qu'il y a un niveau d'engagement assez fort. Et les gens qui font partie de la commission sont tous des chercheurs, des universitaires qui sont en pointe sur leur sujet. Donc ils vont apporter la frontière des connaissances en recherche sur 3 sujets dont on pense qu'ils sont très importants. Les inégalités et comment créer des emplois qui sont de bons emplois accessibles au plus grand nombre. Deuxièmement, comment on fait les progrès pour traiter le réchauffement climatique. Et troisièmement, comment on prend en compte le vieillissement des populations. Donc, ce sont 3 sujets qui préoccupent les gens et aussi les décideurs et sur lesquels on a fait quand même beaucoup de recherches et beaucoup de travaux et de progrès sur ce qu'on sait ou ce qu'on comprend dans les dernières années. Et donc, on veut apporter toute cette connaissance sous la forme de propositions concrètes, à la fois de réformes politiques et aussi de suivi des réformes. J'ai une question, c'est vous qui me l'a suggéré, un peu provoque, pardon, mais vous parlez des décideurs. Justement, est-ce que le fait d'avoir que des universitaires, même quelle que soit leur brillante pensée, est-ce qu'il manque pas un petit peu de décideurs, d'opérationnels qui connaissent la réalité des choses ? Ah mais ça serait vrai dans un monde où on pense que le rapport est clos. Le rapport, il est là pour donner des idées, des pistes, aller jusqu'au moment où on pourra se faire des propositions de politique économique et de suivi. Mais après, il y a un rôle pour d'autres parties prenantes, à la fois politiques et aussi de la société. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas de syndicat, par exemple. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on veut faire on veut faire des propositions de recherche, sachant qu'après, on veut que d'autres personnes s'approprient le rapport. Ça, c'est totalement assumé, oui. C'est un peu comme la commission Attali, non ? Il y avait un brillant secrétaire général qui s'appelait Emmanuel Macron. C'est plus universitaire. Ouais. C'est plus en pointe sur la recherche. Et c'est moins axé uniquement sur la France et plus sur des programmes, des problèmes qui, en fait, s'appliquent à tous les pays du monde. Et vous avez un calendrier ? On vous a fixé un calendrier, Thomas Philippon ? Oui, les gens qui ont créé la commission, c'est Olivier Blanchard et Jean Tirole, donc c'est eux qui sont les maîtres du calendrier avec le président, bien entendu. Mais oui, l'idée, c'est d'avoir le rapport d'ici la fin de l'année. On a des groupes de travail. On est tous sur Slack, là, donc on échange et on travaille. Et d'ici la fin de l'été, on aura des premières moutures. Et d'ici l'automne, à la fin de l'automne, on aura un rapport. Maintenant, on a bien compris. Mais c'était intéressant de voir, d'essayer de comprendre un peu comment vous travaillez à notre futur monde. Thomas Philippon, sur le chômage partiel, justement, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on essaye de maintenir le plus possible des emplois et éviter des licenciements qui s'annoncent quand même assez massifs ?
Oui, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux phases. Donc là, le discours du président récemment montre bien qu'on rentre de plein pied dans la phase de réouverture. Et donc les instruments adaptés ne sont pas les mêmes quand vous êtes en confinement et quand vous êtes en réouverture. Quand vous êtes en confinement, honnêtement, le principe, c'est de protéger les gens et les entreprises. C'est l'État protecteur dans son rôle plein. Et donc, comment on protège les gens avec du pouvoir d'achat et en garantissant qu'ils puissent conserver un emploi. Et donc, s'ils ne peuvent pas travailler, eh bien, ils restent employés et l'emploi, les salaires sont payés par l'État, ce qui est la bonne chose, c'est efficace, c'est la manière de le faire. Les entreprises, en leur donnant tous les prêts dont elles ont besoin pour payer leurs frais durant la période du confinement. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, quand on sort du confinement, il faut évidemment changer les instruments parce que le but, c'est pas d'aider les gens à rester chez eux, le but, c'est d'aider les gens à revenir au travail. Donc, le danger qui se passe et les entreprises de reprendre la production. Ce qui fait qu'en gros, ça veut dire concrètement qu'il faut traiter deux sujets, le coût du travail et les dettes des entreprises. Sur le coût du travail, il faut éviter d'avoir un mur où on passe d'une entreprise qui était très fortement couverte par le chômage partiel, donc qui en gros n'avait pas tellement à payer les salaires de ses employés durant la période du confinement. Et maintenant, si on lui demande du jour au lendemain de payer 100% des salaires, il y a forcément un choc énorme sur la demande de travail. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, elle n'est pas dans le même état qu'elle était au mois de janvier. Il y a beaucoup plus d'incertitudes sur son carnet de commandes. Il y a beaucoup plus d'incertitudes sur l'organisation du travail et sur la productivité du travail. On ne sait pas combien de gens on pourra mettre en production, on ne saura pas comment on va adapter le lieu de travail. Tout ça, ça coûte de l'argent et ça diminue la productivité. Et donc, naturellement, il y aura une tendance entreprise à diminuer la demande de travail. Donc, pour contrecarrer ça, ce qu'on propose, c'est de transférer une partie des dépenses qui étaient allouées au chômage partiel, on veut les transférer vers une subvention au salaire pour diminuer le coût du travail et aider l'embauche. Oui, mais ça, c'est un peu le dispositif qui va être mis en place sur le chômage de longue durée, non? Enfin, le chômage partiel de longue durée. Tout à fait. Alors, ensuite, ça peut s'adapter avec les dispositifs qui sont mis en place maintenant sur chômage partiel de longue durée, sur des accords par branche. Tout ça, ça peut se décliner de manière très précise dans les entreprises et dans les branches. Mais le principe de base, c'est ça. C'est que si on fait pas, il faut faire très attention à ne pas gâcher ce qu'on a réussi à faire pendant le confinement en ayant un gros choc sur la demande de travail parce qu'on tout d'un coup, on met des coûts aux entreprises qu'elles ne peuvent pas assumer. Ouais. Tiens, est-ce que pour vous, le télétravail est quelque chose qui va profondément modifier l'univers du travail, le monde du travail, durablement? Ou c'est plus ponctuel? Ah non, je pense que c'est durable. Ça, j'ai aucun doute que c'est durable. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va forcément, on va revenir un peu à la normale. Mais ça fait très longtemps, vous savez, qu'on fait des enquêtes, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils préfèrent, et tout le monde préfère la même chose. Tout le monde veut faire 3-2 ou 2-3. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est 90% des gens, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils préfèrent, ils vous disent j'aimerais bien aller 3 jours au bureau et travailler de chez moi 2 jours, ou bien 2-3. Ça, c'est très stable, ça fait très longtemps que c'est comme ça. On l'a jamais fait parce qu'il y a un problème de coordination, il faut qu'on se mette d'accord et puis il faut qu'on se convainque que ça marche. Là, on a été obligé de le faire et je pense que du coup, il y aura un impact durable. Et moi, je prends plus l'avion pour donner des conférences, par exemple, ça c'est clair. Si les gens veulent que je vienne faire des conférences, là, des conférences, littéralement cette semaine, sur les 5 dernières semaines, des conférences, j'en ai fait 5 par semaine. Toutes par Internet et c'est formidable. Et puis surtout, ça fait, comme vous dites, c'est bon pour la planète. Comment éviter que cette récession en fait devienne une dépression, hein? C'est un peu toutes les pistes que vous cherchez. Sur l'autre grand risque, c'est la multiplication des faillites. Là aussi, vous avez des propositions assez concrètes, hein, Thomas Philippon. Oui, alors ça, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là depuis longtemps. C'est un petit peu dans mes domaines de recherche personnels. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a un espèce de mur de la dette qui arrive pour les entreprises, et qui est surtout concentré pour les petites et moyennes entreprises. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y a toujours des entreprises qui font faillite chaque année. D'accord ? Mais là, on va en avoir peut-être 5 ou 6 fois plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'ils auront des difficultés de paiement, qui ne pourront pas rembourser leurs dettes. Et le danger, c'est que si on ne fait pas gaffe, il y aura un gros nombre de ces entreprises qui vont se retrouver en liquidation. D'accord ? Il faut bien comprendre, quand une entreprise a des difficultés à rembourser ses dettes, ça ne veut pas dire qu'il faut la fermer. Ça veut dire qu'on peut restructurer les dettes pour que l'entreprise continue à vivre et à produire simplement en remboursant moins de dettes. L'autre option, c'est la liquidation, c'est-à-dire on arrête l'activité. Et on sait qu'il y a un biais dans le système qui va trop souvent vers la liquidation en temps normal. Alors aujourd'hui, on n'est pas en temps normal, et donc tous les indicateurs montrent qu'il y en aura encore plus ce biais vers la liquidation.
Et ça, c'est une catastrophe, parce que ça veut dire du chômage et des disparitions d'entreprises. Donc pour l'éviter, il faut un dispositif qui vous permette de favoriser l'accord à l'amiable, la restructuration des créances, plutôt que la liquidation. Donc ce qu'on propose, c'est un plan qu'on peut implémenter à grande échelle pour aller dans cette direction-là. La différence fondamentale avec ce qu'on a vu dans le passé, notamment avec la crise de 2009, c'est que là, on parle d'une échelle, d'un nombre de prêts énorme. C'est-à-dire les prêts garantis par l'État, c'est plusieurs centaines de milliers de prêts. Donc on ne peut pas les traiter individuellement un par un au cas par cas. Donc il faut un grand dispositif. Merci beaucoup. Je suis désolée Thomas Philippon, mais là on doit rendre l'antenne. Merci d'avoir été avec nous. Du coup, voilà, on va vous rappeler, on va reprendre la discussion sur la réflexion de ce monde d'après. Merci beaucoup d'avoir été ici sur BFM Business. Voilà, c'est la fin de l'orage. J'ai juste le temps de vous souhaiter une très bonne journée.